historiquement, nous, on est un média local et on va dire on traitait à 98% sur notre site de l'info locale ou régionale. Voilà. Quand on prend le premier confinement, on est obligé de s'ouvrir un peu sur le national parce que les décisions qui sont prises ont un impact direct sur la vie des gens. Donc voilà, on est obligé de le couvrir. Donc on l'a couvert, on a fait le taf. Et c'est des choses qu'on continue aujourd'hui. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Non, on ne va pas parler newsletter aujourd'hui, puisque j'ai fait quelques épisodes récemment dessus, même si c'est pas fini. Mais aujourd'hui, on va faire un petit tour en Côte d'Azur et parler presse quotidienne régionale. Et je reçois aujourd'hui Damien Allemand, directeur des contenus et des produits éditoriaux du groupe Nice Matin. Damien, bonjour. Salut François. Et merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Alors, pourquoi Nice Matin ? Eh bien, Nice Matin, dans les médias, c'est toujours un peu un ovni. Qu'on cite régulièrement en exemple. Alors, c'est loin d'être le plus grand titre de PQR ou d'avoir le plus gros tirage. Mais voilà, on en parle. C'est un titre un peu repère dans le paysage de la PQR. Et donc, ça a attisé ma curiosité. Donc, aujourd'hui, plongé dans la PQR. Pour situer un petit peu qui tu es, Damien, un rapide parcours que je vais faire, puis si tu veux le commenter derrière, tu me diras si j'ai oublié des éléments notoires. Donc toi, tu as une formation de journaliste, tu es un journaliste, tu as ta carte de presse et tu as été embauché à Nice Matin en 2012, donc en tant que journaliste multimédia, appellation un peu à l'ancienne. C'est les fameux JRI d'ailleurs, c'est ça, un journaliste multimédia ? Non, alors en fait j'étais plus ancien que ça à Nice Matin, mais avant j'étais dans les locales. J'étais dans les locales du groupe entre Nice Matin et Var Matin, donc vraiment sur le côté papier, terrain et tout. Et puis en 2011-2012, je m'intéressais déjà depuis un petit moment au web et j'avais demandé à basculer côté numérique. Et donc du coup voilà, il y avait cette appellation là de journaliste multimédia parce que à l'époque il n'y avait pas encore une grosse bascule de la rédaction vers le numérique, donc on était trois et en gros on bricolait dans notre coin des articles sur internet en tentant des petits trucs un peu différents. Ouais, c'était vraiment les débuts, un peu comme des extraterrestres. Vous étiez dans un coin, le truc n'était pas encore très pris au sérieux. Ah ouais, c'est exactement ça. Il y avait l'image un peu de la cave. Alors on n'était pas dans une cave, mais ouais, on était à l'écart. On nous disait bonjour de temps en temps et puis voilà, on vous laissait faire vos petits trucs dans votre coin. Ouais. Et en fait, en même temps, c'était le bon pari, puisque 2015, tu deviens le chef du service digital de Nice Matin. Et l'année dernière, 2020, tu es devenu le directeur des contenus et des produits digitaux. Alors, j'ai dit tout à l'heure produits éditoriaux, mais c'était produits digitaux. Mais bon, ça peut être un produit éditorial. Ça reste côté éditorial, ouais. Exactement. Donc, c'était pas non plus une grosse bêtise. Donc, toute ta carrière, au final, dans le groupe Nice Matin. Ouais, c'est ça, tout petit passage dans la belle région du Sud-Ouest avant. Et moi, j'étais originaire de Nice. Et quand la petite aventure dans le Sud-Ouest à Bordeaux s'est terminée, j'avais candidature spontanée à Nice Matin et j'ai eu une réponse assez rapide en profitant d'une maladie d'un journaliste pour rentrer dans un cercle de remplacement maladie de journalistes en local. Et t'as creusé ton sillon. Bravo pour ça, c'est une belle progression. Avant qu'on entre vraiment dans le cœur de l'épisode, qu'on parle un peu édito, PQR, innovation et de la spécificité de Nice Matin, juste pour resituer, faire une petite cartographie donc du numérique. Chez Nice Matin, vous êtes combien au service du numérique ? Alors, on est une petite quinzaine de journalistes qui sont vraiment dédiés au numérique à travers différents pôles. Il y a ce qu'on appelle, il y a une rédaction web qui fait un travail
de desk qui est assez importante. On est 8. Après, on a une petite équipe de journalistes qui sont dédiés à l'offre abonnée qu'on avait lancée en 2015. Et on a aussi une autre petite équipe de journalistes qui sont dédiés à Kids Matin et qui sont dans le périmètre de la rédaction digitale. Et puis après, on a des développeurs, on a un service marketing digital, un service design digital, et au total, ça fait à peu près 25 personnes dans ce groupe. D'accord, donc Dans ce passer groupe qui comprend, de 3 il y a une dizaine d'années à près de 25 grosso modo qui sont exclusivement sur le digital et sans compter évidemment le reste de la rédaction qui doit c'est être un peu ça, bien sûr. enfin pas un peu, qui est bimédia et qui Oui, ça y est, publie ouais. également pour le web. Ça y est, voilà, on est à la transformation de la rédaction, bon, est toujours en cours, mais il y a un beau mouvement là depuis 2015. On travaille plus dans les mêmes conditions qu'il y a 10 ans sur le web, hein. D'accord et ça se ressent dans les chiffres? Je sais pas si tu peux nous dire Oui, bien sûr, ouais. combien d'abonnés, papier, combien il y a d'abonnés numériques, comment vous aussi vous faites l'acquisition de ces abonnés? Alors aujourd'hui, on a, au total 80 000 abonnés, 80 000 abonnés à Nice Matin et Var Matin, hein, au journal, au papier. Ouais, Après, on a une offre couplage, où on doit avoir, à peu près 7 000 abonnés. Et ensuite, on a une offre 100% numérique qui est autour de 14 000 abonnés aujourd'hui. La particularité d'avoir été lancée récemment, ça commence à faire un petit moment, mais elle n'est pas historique. On l'a lancée en 2016, donc on avait connu une belle progression, et qu'on essaye d'accélérer aujourd'hui. d'accord et on va revenir sur cette offre justement puisque c'est un des quelque chose qui a dans votre ADN sur le digital. Et avant qu'on vienne de ça, l'acquisition, comment vous faites l'acquisition de ces abonnés numériques notamment puisque au-delà des abonnés papier, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais moi ce qui m'intéresse là vraiment c'est le digital. C'est quoi vos principaux canaux d'acquisition? Bah, il y en a, on va dire, je vais le faire grossièrement, mais il y en a Ouais, deux. Il y en a deux. Il y a, on va dire, ce qui se passe sur Internet et principalement sur le site. Aujourd'hui, le site, notre site éditeur, ça reste notre principal pourvoyeur d'abonnements. Après, Nice Matin, c'est un groupe, il y a beaucoup de salariés, il y a une équipe de prospecteurs sur le terrain. Donc, on a aussi des prospecteurs sur le terrain qui font un petit peu d'acquisition sur l'abonnement digital. Donc, bon, leur mission principale reste de vendre de l'abonnement papier, mais ils vendent aussi de l'abonnement numérique. Voilà, donc alors ça c'est toute petite aparté parce que ça m'intéresse juste, ces prospecteurs, est-ce qu'ils vendent ouais. plus d'abonnements papier parce que c'est plus rentable, parce qu'ils ont la culture, parce qu'ils ont un meilleur intéressement, de com à vendre du papier ou c'est la stratégie? Parce que souvent on dit, tu vois, c'est des gens qui ont pas trop l'habitude, qui connaissent pas bien le web. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas la stratégie et c'est des canaux différents? Non, c'est une bonne question, hein, sur l'intéressement. Historiquement, l'intéressement à la vente du journal papier était plus forte qu'à la vente au numérique. Ça, c'est des changements qui sont en train d'être opérés pour tenter d'équilibrer. Après, oui, ils vendent prioritairement du journal papier parce qu'il est plus rémunérateur aussi pour l'entreprise. Ouais. Un abonnement papier, c'est quasiment Alors, c'est 40 plus euros. Enfin, rémunérateur, voilà. mais ça, tu vois, ça, c'est un sujet qui m'intéresse Ouais. parce que oui, c'est plus rémunérateur en Sur la chiffre marge, tu vas d'affaires. me dire. Mais ouais, exactement, en fait, c'est toujours ça mon sujet. La marge, il y a des coûts de production, il y a des Oui, coûts bien de sûr. logistique, etc. Est-ce que, je sais pas si toi tu connais ça, mais est-ce qu'au final, un abonné papier est plus rentable ou moins rentable qu'un abonné numérique? Alors non, j'ai pas les chiffres sur le papier. La chance qu'on a nous sur le numérique, c'est que plus ou moins qu'on ait un abonné ou que demain on en ait 2 millions, on n'aura pas forcément de À coûts part un peu supplémentaires, quoi. d'hébergement, effectivement, Voilà, c'est c'est assez ça, ouais. marginal Ouais, les coûts supplémentaires. Oui, c'est ça qui m'intéresse. ouais, Mais bon, ça me venait comme ça. C'était pas une question que j'avais préparée. ouais. Donc, évidemment, si t'as pas tous les chiffres sous les yeux, c'est un peu compliqué. Mais ça m'intéresse de comprendre justement sur l'acquisition, entre les canaux historiques, quelle stratégie t'as aujourd'hui. Évidemment, t'as des salariés à la prod, à la production, à la fabrication. Donc, tu dois Ouais. faire tourner tes machines, etc. Mais qu'est-ce qui fait, comment t'arbitres ta stratégie d'acquisition entre du numérique et du papier? Tu vois, je pense Non, qu'il y a un mais vrai sujet pour chez les éditeurs aujourd'hui. ouais, alors après, tu sais, ça moi je trouve ça plutôt bien que les prospecteurs qui sont sur le terrain vendent aussi du numérique parce que déjà quand on fait des offres promo, il a relais sur le terrain et puis eux, ça leur fait aussi une espèce d'offre de secours si prioritairement ils vont vendre du papier.
Si le client qu'ils ont en face va leur dire, bah non, en fait C'est c'est un trop peu trop cher cher. ou quoi, et ben ils peuvent leur dire, bah voilà, si en gros le produit vous intéresse mais que c'est trop cher, ben voilà, j'ai une autre offre à vous proposer, elle est sur le numérique, elle est sur le numérique. Voilà, c'est une bonne offre de secours aussi pour eux. Ouais. Mais ça sous-entend que c'est une offre un peu moins, tu vois, ça, je trouve que ça dévalorise peut-être un petit peu l'offre Ouais, numérique. Bon, c'est pas l'objet de l'épisode, mais ouais. en tout cas, c'était intéressant d'évoquer ça. Et juste l'impact du Covid sur de la croissance de ton nombre, enfin de votre nombre d'abonnés. Est-ce que ça, t'as senti certains éditeurs ont connu des belles croissances parce que les gens se sont beaucoup plus intéressés aux news, notamment Ouais. locales. Est-ce que tu l'as senti? Ouais, ouais, nous, ça, enfin, la période, enfin, le premier confinement, hein, celui de mars l'année dernière, ça nous a fait bosser, beaucoup de questions parce que, enfin, on a eu des choses complètement inattendues. Alors, on a eu une énorme progression en audience. Ouais. Ça, enfin, on va dire qu'on a quasiment doublé l'audience sur notre site. Et en gros, on a multiplié par 3 ou 4 l'acquisition d'abonnés Ouais. numériques. Et avec surtout quelque chose qui est d'assez étonnant, c'est que nous, on avait pris la décision au départ du confinement de rendre tous nos articles gratuits. Donc d'ouvrir le paywall, Ouais, un peu en solidarité, en se c'est disant que les ça, ouais. gens ont besoin d'être informés. Exactement, ouais. Et en Et fait, on n'a jamais fait autant d'abonnements que sans articles payants. c'est intéressant ça, hein. Ouais. Ça veut dire ouais, je sais pas si vous avez travaillé un peu la data pour essayer de comprendre. Est-ce que les gens se sont dit au final, c'est tellement riche comme offre que je veux m'abonner? Ouais, Heu, et enfin, moi, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que il y avait aussi pas mal de gens, tu sais, qui étaient privés du journal papier, hein. Il y a quand même beaucoup ouais, de bars, de restaurants, tout ça qui étaient fermés et qui ont l'abonnement au journal, qui se sont désabonnés ou qui ont suspendu leur abonnement et qui peut-être, parce qu'ils sont quand même attachés, au titre. au journal, au titre et aussi à l'objet journal papier, avaient la Ouais. possibilité de retrouver cet objet-là, mais en version numérique. D'accord, donc ce serait des abonnés papier voilà, Ouais, c'est c'est ça, ouais. transvasé, en abonnés Ouais. en abonnement couplage comme tu l'appelles. Oui, parce que, au final, regarde, on prend cette décision-là, donc on a 95 des articles, sur le site qui sont gratuits, parce qu'en fait, on avait décidé de donner gratuitement les articles qui traitaient du Covid. Sauf que, Mmh. dans cette période-là, la quasi-totalité de nos papiers étaient, portés sur le Covid. Donc en gros, on a quasiment que des articles gratuits. Et toute l'offre abonnée qu'on a, elle est un peu à l'arrêt parce qu'on avait quand même on a des événements qui avaient été pensés dans notre offre abonnée. On en parlera sûrement après. Donc ça, pareil, c'est à l'arrêt parce qu'on est confiné. Donc si tu veux, les deux gros arguments de l'offre abonnée, ils peuvent pas transformer là. Et le Ouais. seul argument qui restait, c'était la possibilité d'accéder au PDF du journal. Donc oui, je pense sincèrement que c'était des gens qui étaient attachés à l'objet journal, qui avaient envie de le retrouver en version numérique, qui se sont abonnés à ce moment-là. Mais ouais, ça a été une énorme progression sur la période premier confinement. Ouais. Tant mieux quelque part, enfin, même si c'est que transvasé, comme on voit les difficultés, de la filière, de la distribution et cetera et la moindre appétence, pour les jeunes sur le papier, se dire que quelque part ils passent sur une offre couplée, c'est une première étape, pour les fidéliser. En tout cas, je trouve ça plutôt positif. C'est Ouais. mon point de vue. Après, il faut voir l'impact sur le chiffre d'affaires, effectivement, comme on disait tout à l'heure, mais c'est plutôt positif. Un autre point notoire chez Nice Matin, là, on faisait un peu cette cartographie, c'est la gouvernance. J'aurais pu en parler presque en préambule. Ouais. Je reprenais un peu l'historique. Ça a été un peu Santa Barbara quand même, la gouvernance de Nice Matin, mais ce qui prouve aussi l'intérêt du titre, hein, mais pour faire un rappel rapide, sur les années 97-2007, c'était une propriété de Lagardère. Après, ça a été Ouais. vendu à Hersant et Tapi 2007-2014. Là, ça a été repris. Et c'est là, nous, on s'est connus, Damien, quand vous avez repris avec les salariés en 2014. Ça, tu pourras revenir quand même un peu sur cette Ouais. épopée un peu rapidement, mais c'est assez intéressant. Je crois que c'était un peu une première en France. Adossé à un groupe belge, Netis. Non, ça, Et c'est puis, venu après, en ça, c'est plus. venu après. Ouais, Ça, c'est c'est venu venu après. après. Ouais. Je te laisserai commenter et revenir dessus. Et dernier épisode en date, l'été dernier, on en avait beaucoup parlé aussi, un bras de fer entre Xavier Niel, hein, via sa holding personnelle NJJ, et Iskandar, donc remporté par Xavier Niel. Donc vous êtes aujourd'hui sous pavillon, voilà, NJJ, un des médias de la holding de Xavier Niel. Euh, qu'est-ce qui
je pense pas qu'il y ait beaucoup de titres qui aient à ce point Non, bougé en PQR. Hein. Après non, non, magazine, on peut en parler, on c'est est assez unique. Hein. un club de foot presque. Ouais, Euh, c'est une très bonne mais analogie. non, non, en fait, en plus, tu oublies un épisode et qui, du coup, est resté quand même ancré dans la tête des gens. C'est que tu parlais tout à l'heure de Bernard Tapie qui avait racheté Nice Matin. Ouais. C'était, je sais plus, en 2012 ou 2013. Ça a duré même pas 6 mois, puisqu'il a revendu quasi instantanément ses parts à la personne à qui il avait racheté, donc Ersan. Mais du coup, dans les têtes, c'est resté jusqu'au rachat des salariés que Nice Matin appartenait à Tapie, si tu veux. Sa personnalité était tellement forte que les gens avaient intégré, et pour eux, Nice Matin, ça appartenait à Bernard Tapie. Et des fois, encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Nice Matin appartient à Bernard Tapie. Ah, Alors, un c'est peu fou. moins maintenant, parce que quand même, la personnalité de Niel est importante, mais ouais, ouais, Bernard Tapie a été très longtemps, les gens ont cru qu'il nous appartenait, et régulièrement sur le site, les gens pourront retrouver, on a un article qui tourne avec marqué non, Nice Matin n'appartient pas à Bernard Tapie. Pour rappeler un petit peu Alors justement pourquoi. il en aurait été propriétaire que 6 mois. Ouais, c'est Mais ça. ouais, mais c'est marrant. Ça prouve quand même, je sais pas, que Nice Matin, c'est une marque, c'est un média qui intéresse les gens. Enfin, quand je dis les gens, euh, les 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 les, euh, enfin, propriétaires de médias, j'allais dire milliardaires ou millionnaires. En tout cas, ça attise les convoitises et tout le monde se bat pour le reprendre, ce qui est plutôt bien, parce que tu vois, s'il n'y avait pas de repreneur, ce serait un peu compliqué. Mais voilà, donc gouvernance un petit peu agitée. On espère un petit peu de calme là-dessus. Qu'est-ce qu'a apporté NJJ, l'équipe de Xavier Niel? Je rappelle, donc il est actionnaire de plusieurs médias, hein, Le Monde, il a repris aussi France Antilles. Il prend pas mal de titres, je les ai plus tous en tête, mais qu'est-ce que ça a Ouais, apporté? Paris Ça fait un Turf, petit, Paris ouais, Turf Paris aussi, Turf, notamment. exactement. Mm. Et il est en lice pour en reprendre d'autres. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir comme ça un actionnaire, alors a priori solvable et qui n'interfère pas trop dans la ligne éditoriale? Alors ça, évidemment, pareil, on peut en rediscuter, mais sur le papier, c'est un peu ça. Il y avait un article du Monde, d'ailleurs, ces derniers jours qui en parlait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, qui as un peu connu tous ces changements de gouvernance? Est-ce que tu vois ça de manière positive, négative? C'est quoi les différences? Ouais, enfin, pour être assez simple et clair, le rachat de Xavier Niel, il intervient l'année dernière au mois de février, 2020. Un mois après, même pas un mois après, on est confiné. Honnêtement, je suis pas certain que si on n'avait pas été racheté comme ça sur le gong par Xavier Niel, on serait encore là aujourd'hui. Ouais, ça n'allait pas bien. Voilà, ça n'allait vraiment pas fort sur la fin 2019. Donc déjà, il nous a apporté ce truc-là qui est quand même énorme, parce que je suis vraiment pas certain que Nice Matin existerait encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce rachat là, vraiment sur le fil juste avant le confinement, parce que on l'a vu avec, je crois que c'était Paris Normandie, qui avait Ouais, qui ouais, avait ouais. été en énorme difficulté pendant le premier confinement. On Ah aurait bah, été perdre des revenus sincèrement, publicitaires sur un média ouais, qui était déjà fragile, avec un ouais, actionnaire c'était déjà un petit peu compliqué, ouais. etc. Ouais, ça peut être un vrai coup dur. C'est parce que tes audiences augmentent, doublent, hein, tu le disais tout Ouais, à l'heure, et exactement. où Ouais, tu ouais. transvases des abonnés de l'un à l'autre. Grosse perte de revenus publicitaires pour les éditeurs. Donc oui, donc quelque part, au-delà du nom, déjà, ce changement vous a sauvé. C'est Oui, pas rien. clairement, clairement, et oui, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Tu Et parlais après, d'indépendance ouais. éditoriale, je pense que c'est aussi quelque chose qui va nous amener, parce que C'est-à-dire que là, ils euh, vous rassurent là-dessus. Il y a des questions, il y a une charte. Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est juste un mail? Parce qu'évidemment, on se doute bien qu'il va pas mettre quelqu'un dans la rédaction pour surveiller. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Mais est-ce il y a eu une démarche pour vous rassurer sur l'indépendance éditoriale? Parce qu'en plus, je rappelle juste, c'est qu'en plus, à l'occasion de ce changement ce bras de fer entre Iskandar et Niel, je crois me souvenir que dans Nice Matin, il y avait un peu deux équipes, la rédaction et la fabrication. Donc vous étiez, je crois, la rédaction plutôt pro-Niel, parce qu'il apportait son positionnement aussi éditorial ou son positionnement politique quelque part. Mais vous n'étiez pas inquiet de vous dire, bon, on va avoir un milliardaire, quelles sont ses réelles bah, intentions derrière? tu sais, enfin, tu faisais un peu l'historique, des chamboulements qu'on a eu à la gouvernance à Nice Matin.
ça, on a eu une histoire qui a été, enfin, qui est compliquée, avec des actionnaires qui se sont désengagés, avec de grosses difficultés financières, un redressement judiciaire, et bon, on l'a pas vraiment détaillé, mais oui, enfin, Nice Matin, la grosse particularité, c'est que c'est quand même un titre qui a été racheté par ses salariés à la barre du Ouais. tribunal, et adossé à personne. Vraiment, on était, enfin, indépendants. Voilà, c'est vraiment les journalistes, les techniques, enfin, toutes les corporations de Nice Matin qui se sont battues pour acheter le groupe. Mais ça, après, une fois que t'as racheté ce groupe, t'as pas de moyens, quoi. Ouais. T'as Si pas tu as de mis tous moyens tes pour moyens dans tes, l'achat, mais que derrière, voilà, ouais. effectivement, tu ne peux pas investir en RH, en Ah, c'est ça, ouais. marketing, en com, C'est c'est euh, c'est compliqué. euh, c'est c'est exactement ce qu'on a connu, et du coup, on s'est battu pendant presque 4 ans, et enfin, le miracle du rachat des salariés, c'est aussi, oui, d'avoir la boîte toujours debout, qui certes perdait de l'argent, mais qui était toujours là, Ouais. et qui s'est débrouillé avec des bouts de ficelle, en étant assez malin, hein, sur les investissements, parce que pas d'argent pour investir, il faut être malin. Donc tous les projets qu'on a pu mener, ils ont été financés par des fonds Google, des FSDP au ministère de la Culture, des subventions de Facebook, et tous des projets qu'on pouvait monter comme ça, un peu par opportunisme ou quoi, et qui nous a permis de nous développer. Mais ça a été, ouais, l'école de l'innovation en étant malin, quoi. Et Voilà. de la débrouille, ouais, de la De la débrouille pour débrouille, aller ouais, c'est chercher ça, un c'est le peu de bon mot. financement Ouais, dès que tu as des idées. ouais. Bah, c'est aussi à ça que servaient ces fonds aussi, hein. C'est donc Oui, pour bien des sûr, ouais. industries qui ont du mal à investir, Tu ça a été une aide. Et là, Pour nous, aujourd'hui, c'est vous avez quand même capital. cette stabilité et une capacité d'innovation et donc d'investissement? Oui, oui, clairement, clairement. Enfin, moi, je me rappelle une des toutes premières discussions qu'on a avec les représentants de l'actionnaire. Enfin, je vais donner un exemple concret. Moi, j'avais un petit projet de site pour les municipales. Le projet était fait, mais il y avait un besoin de financement pour le développer. Petite présentation. Le lendemain, enfin même quasiment tout de suite, c'était OK, on y va, et on a pu déclencher le projet. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Ouais, où tu Ça, aurais c'est dû te clair. battre, et Voilà. cetera, ou aller Ouais, chercher à l'extérieur des financements. Là, c'est en 48 heures, tu as une réponse ouais, et c'est c'était parti. c'est une réponse assez rapide, surtout sur un projet où il y avait pas forcément de modèle économique derrière. C'était vraiment juste, voilà, un projet utile à la population pour parler et traiter des élections municipales, et voilà, ça a été fait assez rapidement. Donc ça, c'était bien. Après, ça veut pas dire que c'est la porte ouverte à tout, hein. Il y a quand même une extrême rigueur sur les dépenses, et sur ce qu'on fait avec les gens qui sont chez nous, et deux, sur les projets qu'on développe. Là, Ouais. il y a quelque chose qui, oui, NJJ apporte, c'est une extrême rigueur dans ça. Oui, et la nomination d'un nouveau PDG, Jean-Louis Pelé, qui est arrivé donc Oui, de l'équipe récemment. La greffe prend bien, parce qu'en plus, je crois qu'il arrive aussi avec lui une feuille de route, et là, c'est les choses pas forcément agréables, mais probablement nécessaires. C'est des réductions d'effectifs, en tout cas sur des postes où, voilà, où j'imagine que toi, ton équipe grossit sur le numérique, mais probablement sur la fabrication ou d'autres postes, il y a des réductions d'effectifs prévues. oui, il y a un plan de départ volontaire qui est en cours, et après, bien sûr, et un plan de développement et de redéploiement, avec une grosse partie sur le numérique. Ouais. Mmh, ce qui est un peu logique, hein. C'est des moments qui sont toujours désagréables, en fait, dans toutes les sociétés, même d'une manière générale, pas que les médias, mais forcément, quand tu as un basculement du modèle, avec un développement du digital, bah, voilà, tu des équipes, où tu as malheureusement moins besoin. Donc tu es un peu obligé de passer par là pour retrouver, une rentabilité, de la croissance. Donc c'est Oui, pas drôle, mais après, c'est pas enfin, le déploiement enfin, ou le redéploiement ou le développement sur le numérique, ça veut pas dire que le reste à côté est mis à l'écart, hein. Juste avant l'arrivée du nouveau PDG, il y a une nouvelle formule du journal papier qui a été déployée. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour maintenir les ventes à un bon niveau, en tout cas. ouais, ou accompagner. Alors je pose la question, je sais pas, vous êtes en croissance ou plutôt décroissance sur le tirage papier? Non, on est en décroissance, mais En comme la plupart décroissance. des Ouais, comme la plupart des titres, hein. donc Ça, c'est un c'est accompagnement à la décroissance pour limiter un peu, la casse,
et accompagner aussi la baisse du nombre de kiosques, etc., quoi. C'est C'est un exercice subtil et un peu et d'équilibriste. ouais. C'est d'accompagner, de limiter, tout en essayant de développer à côté. Voilà. Ça, c'est très très compliqué. C'est ça. Mais bon, il vaut mieux être clairement de ton côté, du numérique que côté papier. Je pense que ça doit pas être tous les jours évident. Venons justement un peu sur le numérique et sur la particularité, de Nice Matin. Alors, en tout cas, c'était le cas en 2015-2016, justement, au moment où les salariés ont racheté, donc le titre à la barre du tribunal, comme tu le disais. Et là, il y a eu le lancement de la nouvelle formule de Nice Matin qui s'appelait Mon Nice Matin, qui était vraiment basée sur le journalisme de solution, euh, amorcé notamment sous l'impulsion de Benoît Raphaël, à qui j'ai enregistré la semaine dernière pour parler de Flint, mais on a parlé rapidement de son parcours. C'est ce journalisme de solution ou journalisme d'impact, il a plusieurs noms. C'est un thème qui a été très poussé dans les années 2010 aux US, arrivé en France à peu près donc 2014-2016. Est-ce que vous en faites encore aujourd'hui? Où vous en êtes par rapport à ça? Parce qu'on en avait beaucoup parlé de vous au lancement et Ouais. j'avais des choses qui m'avaient assez impressionné et c'était quelque chose que ça avait pas l'air d'être juste un vernis. 5 ans, 6 ans plus tard, vous en êtes où? Ça continue, ça continue. Ouais, c'était pas juste un coup de com' pour le lancement de l'offre. Non, non, ça continue. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une équipe, on a toujours une équipe aujourd'hui qui est dédiée à ça. Pour nous, c'est l'argument principal aujourd'hui pour s'abonner à notre offre numérique. Ça reste voilà les enquêtes, les dossiers qu'on peut faire avec le prisme du journalisme de solution. On l'a lancé dès le début, dès le début de l'offre. On a appuyé à fond dessus. On a fait un gros travail édito avec la direction de la rédaction, avec Benoît, pour travailler sur les formats, sur la manière dont on allait raconter ces histoires-là, essayer de traiter différemment des actualités qui étaient déjà traitées dans le journal, mais voilà avec ce prisme différent. Et dès le lancement, on a vu que ça prenait, que ça prenait. On avait d'excellents retours d'abonnés, de lecteurs, et puis surtout, on voyait que dès qu'on communiquait dessus sur la conquête d'abonnés, c'était l'argument qui transformait le mieux auprès de nos lecteurs. Ouais, Voilà. c'est Donc impressionnant. Et comment ça se traduit en termes de process aujourd'hui? Comment tu remontes les informations et tu tiens une ligne positive? alors, je suis pas à l'aise avec le terme positif. Moi, je suis plus Solution? partisan de la ligne solution et construction ou impact. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de vernis. Oui, il y a eu une grosse vague en 2010 aux États-Unis. Nous, on est arrivé en 2015 et j'ai l'impression, même si Libé l'avait déjà fait, qu'on a un peu relancé la mode en France euh, du journalisme de solution. Et après, ça a été un peu le truc à la mode où tout le monde voulait faire quelque chose autour de ça. Et on a, Ouais, ouais. ouais, Non, non, mais je disais, j'ai l'impression que vous avez été le ouais, premier à le faire vraiment à 100%. C'est-à-dire que ouais, de voilà. mémoire, Libé, il le faisait une journée par an Ouais, c'est avec ça, c'est le Libé des solutions. voilà, exactement. Vous, ça a été vraiment l'occasion, en fait, presque du lancement de cette formule où tout était derrière ça. Donc, ça a été un peu all-in, quoi. Vous avez vraiment Ouais, misé on a été, là-dessus. ouais, on a été à fond dessus et du coup avec des papiers, des vidéos, enfin des contenus au sens large, fréquents, presque tous les jours, presque tous les jours. Et sur la remontée d'informations, écoute, il y a quand même la chance d'être assez servi par l'actu et par surtout il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans la société, donc du coup il y a une source assez inépuisable de sujets. Euh, on a traité d'énormément de choses, mais on est quand même plus sur les thématiques sociétales. Voilà. D'accord. Et les journalistes qui travaillent sont formés quand ils arrivent? Ils ont une formation ou il y a une charte? Parce que Alors il y a une oui, manière de traiter, en fait, le journalisme de solution. non, déjà, il y a une équipe qui commence maintenant à être expérimentée, on a encore des journalistes qui étaient là au lancement, et là, pour le coup, on a appris ensemble, parce que c'est Ouais. quelque chose qu'on connaissait pas, donc on s'est auto-formé là-dessus, à faire beaucoup de tests, à trouver les bons formats, les bonnes manières d'attaquer les sujets. Et puis oui, du coup, toutes ces expérimentations-là
on menait à l'écriture d'une charte qu'on applique aujourd'hui. Et là, récemment, on a intégré de nouveaux journalistes dans l'équipe qui sont dédiés aussi aux solutions. Et du coup, c'est très bien pour nous d'avoir documenté ça toutes ces années parce que voilà, on est une espèce de canevas Ouais, à à leur suivre, donner tout de suite, à exactement. suivre en disant voilà, ça fonctionne comme ci. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent faire peur à des journalistes qui connaissent pas trop en disant ah mais comment je vais faire ci, comment je vais tourner mon papier. Alors en fait, on essaie de les rassurer, on dit écoute, c'est très simple, c'est juste un papier normal. Tu sais écrire, ça va bien se passer. Il y a juste voilà une approche différente dans la construction du papier, mais au final, ça reste un article. Voilà. Ouais, exactement, exactement. Mm. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, quand tu dis que ça marche et que c'est un des premières choses qu'on vous remonte quand vous interrogez lecteurs et abonnés, on se demande presque, tu vois, si c'est pas beaucoup plus de travail, pourquoi tout le monde ne le fait pas. Tu vois, j'ai l'impression que ça devrait pas être juste une rubrique ou une fois par an. Alors c'est peut-être un peu facile. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode vraiment complet Mm. là-dessus, mais Et c'est- si les gens s'abonnent et que vous le remontent en première, enfin, je veux dire, tu peux avoir un intérêt économique à te dire, au-delà du fait que je pense que c'est bien éditorialement d'être sur la solution, que juste remonter de l'information, mais ça peut être un vrai argument économique aussi. Oui, mais enfin, pour moi, c'est impossible. C'est impossible d'avoir, en tout cas en tant que média généraliste et encore plus de PQR, d'avoir une ligne qui est entièrement journalisme de solution. C'est impossible. On Donc ça traite peut en être que fait. sur certains types de sujets sociétaux. Voilà, oui, parce que on aura toujours du sport, il y aura toujours des faits divers, il y aura toujours Oui. l'actualité politique à couvrir. Maintenant, c'est voilà, est-ce qu'on arrive à l'étendre, on va dire, à la vie locale et au sujet de société de la vie locale. Voilà, ça c'est un des enjeux sur lesquels on travaille. Par contre, pour nous, ça reste quand même important d'avoir quand même une rubrique dédiée parce que c'est quand même un repère et une bonne indication à donner à nos lecteurs. Donc voilà, ici, voilà, il y a un type de sujet particulier qui est diffusé et qui est pas forcément noyé au milieu d'un fait divers, d'une grosse polémique ou de sport ou d'autres choses. Voilà. Ouais, très clair. Tu parlais des lecteurs. Qu'est-ce qui est en place autour de la communauté? Je me souviens quand vous aviez lancé l'offre, il y avait cette cagnotte. Je sais plus si c'était dans l'abonnement 1 € Ouais, versé, aller dans une cagnotte et c'est la ouais, communauté qui décidait ce qui se passerait. Je trouvais ça très cool. Est-ce que vous ouais. l'avez encore? Est-ce que ça a eu ses fruits, ça a porté ses fruits? Alors ouais, c'était un des trucs qu'on avait imaginé avec Benoît. On était assez fiers de assez fiers de ça. Non, ça a pas duré longtemps parce que ouais, comme tu l'as dit, il y avait donc on avait un abonnement à 9,90 €. On reversait 1 € de cet abonnement dans une cagnotte. Donc on prenait 1 €, on les mettait à part et du coup après on revenait vers nos abonnés en leur disant voilà, on avait passé un accord avec Ulule Ouais. et en fait Ulule nous envoyait une liste de projets euh, qui étaient en financement participatif sur nos territoires et donc nous on envoyait à nos abonnés en disant voilà avec votre cagnotte quelle cagnotte vous voulez soutenir ce mois-ci. Donc on leur envoyait une liste, eux votaient et on versait de l'argent au prorata à ces cagnottes. Moi je trouvais ça D'accord. Bah, bien en plus au prorata, tu ouais, dis qu'en plus hyper cool. personne sera déçu. Non, alors on les finançait pas tous, mais on faisait une sélection Non, de mais trois quatre. Hein, ouais, voilà. voilà, les plus Ouais. importants, effectivement. Le principe était super cool. Et au final, ben voilà, on parlait tout à l'heure des difficultés financières, d'être dans une SKIC ou quoi. Et puis l'actualité du groupe a fait qu'on l'a arrêté au bout de 6 mois. De 6 mois. D'accord. De Donc six c'est mois. Mais pas par mal. contre, C'est pas parce que c'était une mauvaise idée ou non, que, non, mais c'est juste, non, ouais, vous étiez un peu exsangue et vous aviez ouais, besoin de c'est ça. ces 10% Ouais. du prix Je, de l'abonnement. Vous en aviez besoin pour survivre. je rêverais de le refaire. Et un truc enfin sympa à dire, c'est que le dernier projet soutenu par cette cagnotte des abonnés de Nice Matin, ça a été pour financer intégralement quasiment du coup la cagnotte d'un kiosque à journaux qui était dans la ville de Grasse et qui du coup allait fermer sous la porte. Et donc du coup on a quand même la petite fierté d'avoir réussi grâce à cette cagnotte des lecteurs de maintenir en vie ce kiosque de la ville de Grasse. Ouais, c'est pas mal, écoute, Voilà. tu vois, une petite Un fierté, au clin moins, d'œil, voilà. c'était quelque Ouais. chose de concret. Après, vous pourriez peut-être augmenter ou mettre de manière optionnelle, plutôt que de payer 9,90 €, payer 10,90 € et participer, une cagnotte, en option, tu vois. Après, évidemment, peut-être il y aurait pas grand monde qui le ferait, Ouais, mais tu ouais, vois, un truc après, en enfin, plus, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de l'acquisition d'abonnés numériques. Le prix reste un levier fort et moi, j'imagine pas une offre au-delà de 10 euros, en tout cas sur le numérique. Surtout qu'il y a de la concurrence maintenant. Voilà. Effectivement, tu te dis, PQR, 10 euros, tu as quand même un côté un peu psychologique. Quoi. Ouais, ça. Je sais pas si tu as vu, il y a une étude de Bearing Point Si, il qui y est a sortie, quelques très bonne semaines. étude. Je mettrai un lien dans les descriptifs de l'épisode Elle puisque est, tu la mentionnes. elle est assez intéressante parce que du coup, il y a tout le panel, on va dire, des abonnements des Français, on va dire, aux offres numériques, quelles qu'elles soient, hein, médias, Netflix, Spotify ou quoi, avec le budget moyen. Et donc, on voit que le budget moyen est autour de 30 euros et que c'est vrai qu'une fois que tu as ton abonnement à Netflix ou ton abonnement à Et Spotify, Spotify, il te reste un média. Il te reste la place pour un média. il te reste un média et donc du coup, ben il faut avoir la chance d'être celui-là et puis si t'es pas celui-là, ben et voilà, il y a un levier prix sur l'acquisition qui reste important. Nous, on constate que dès qu'on fait une offre promo un peu agressive, on fait quand même un pic d'abonnés, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Donc, c'est dommage parce qu'à la fois, c'est une super idée pour la communauté et je trouvais vraiment que c'était une manière pour la communauté de se retrouver sur un Allô? sujet et d'avoir l'impression de faire quelque chose de concret. Mais voilà, c'est pas comme si vous étiez une société ultra bénéficiaire et qui peut se permettre. En tout cas, je peux comprendre. En tout cas, c'est pas mort. C'est en stand-by jusqu'à ce que les chiffres le permettent. J'espère. Je l'imagine. Autre chose autour de la communauté, justement, parce que Ouais, la notion de ouais. communauté, on en parle là-dessus aussi dans mes épisodes sur les newsletters. J'ai parlé Mmh. de Side Channel, un projet qui est sorti aux US, ou de Magma, qui a un Slack. En tout cas, la notion de communauté est ultra importante. Comment est la Mmh. communauté de Nice Matin, alors sur le digital, s'entend, et qu'est-ce que vous faites pour l'animer, que ce soit autour de votre ligne éditoriale ou peu importe, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une communauté de lecteurs Nice Matin? Ah mais ouais, on fait énormément de choses sur la communauté et c'est les travaux qu'on avait menés qu'on avait menés avec Benoît à l'époque sur voilà pour avoir des abonnés sur le numérique, il fallait en gros amener nos lecteurs, pas juste leur vendre, on va dire un fil news, mais également les amener dans une aventure communautaire. Donc du coup, il y avait cette histoire de cagnotte qui était importante et puis après on avait imaginé tout un univers pour les abonnés qui se traduisait concrètement par deux choses. La première, c'était que c'est un truc qui avait un peu fait réagir en interne, en externe et un peu partout, c'est qu'on avait décidé de faire voter à nos abonnés numériques le choix des sujets qui seraient traités par les journalistes. D'accord, donc presque pas participer à la conférence de rédaction, mais en tout cas Non, avoir une voix au chapitre ouais, sur c'est ça. certains grands sujets à traiter. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a lancé donc dès le début de l'offre, donc en 2016, qu'on continue aujourd'hui, qui est très apprécié. Et du coup, le process qu'on a imaginé, il était assez simple, c'est que nous, voilà, on se réunit avec nos journalistes qui sont dédiés à l'offre solution. On imagine 3-4 sujets. On en parle entre nous, on essaye d'imaginer voilà ce qu'on va raconter dedans, on les pitch, et du coup après on envoie une newsletter à nos abonnés, on leur dit voilà ce mois-ci la rédaction envisage d'enquêter sur tel et tel sujet, lequel vous préférez, ils votent, on la laisse tourner le vote quelques jours et après on part et du coup on travaille sur le sujet qui a été choisi par les abonnés. D'accord, donc c'est du semi-directif. Vous proposez quand même quelques Ouais, c'est ça. sujets et puis c'est eux Ouais, qui. ouais. Ok. Il y a toujours des commentaires, l'animation des débats un peu sur le site, ou ça se passe plutôt sur les réseaux sociaux? Ouais, non, alors du coup voilà, c'était la dernière, on va dire, le dernier argument participatif et communautaire, c'est qu'on avait mis en place une logique d'événement du coup autour de ces dossiers. Donc là, on fait un dossier, je sais pas, sur quelque chose qu'on a déjà fait sur le harcèlement à l'école. Donc voilà, on a nos journalistes qui vont enquêter pendant un mois sur le harcèlement à l'école, un sujet qui a été choisi donc par la communauté. Et donc du coup, le dossier était constitué de plusieurs papiers qu'on publiait au fil de l'eau. Et la fin du dossier se terminait par un débat présentiel, donc animé par nos journalistes qui invitaient plusieurs intervenants qu'on avait trouvé intéressants au cours du dossier. Et donc du coup, on a invité nos lecteurs à échanger autour des solutions autour du harcèlement scolaire. C'était des débats qui étaient super, Mmh. avec des échanges qui étaient vraiment top, hyper intéressants entre les lecteurs, entre les journalistes et entre les intervenants aussi, qui étaient très appréciés. Bon,
tu vois, ça c'est quelque chose qui a été mis en stand-by avec La avec la crise Covid sanitaire, ouais. et qu'on va reprendre dès le 30 juin apparemment. Voilà. On a hâte. Ouais, Ouais, effectivement, c'est mieux de se voir en vrai. Ça doit ouais. être assez bon quand même pour. Je pense que là, je reprends, enfin, par peut-être un prisme business, mais effectivement, se dire qu'on appartient à une communauté, qu'on peut rencontrer, discuter, avoir un impact sur le choix de sujets, etc. Je pense que ça aide quelque part, voilà, à fidéliser aussi Ah les abonnés. Et c'est ben, là qu'il y a un peu la clé pour les je, médias. je sais que tu aimes bien les chiffres, donc je vais t'en donner un. Tous nos abonnés qui ont au moins une fois participé à un événement, que ce soit un débat ou un événement un peu plus, on va dire sympa organisé pour notre communauté d'abonnés, il y en a aucun qui s'est désabonné. Ouais, sentiment d'appartenance, Ouais, et d'avoir un peu et puis de pas être juste un numéro, un ouais, c'est abonné, un ça. numéro, hein. C'est hyper important. Ouais. Je reviens sur tout à l'heure, tu sais, on parlait, d'études de Bearing Point, il restait en fait grosso modo 10 € pour choisir un média. Donc est-ce que tu choisis un grand média national ou un média de PQR? Et donc là, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à justement à la PQR. Est-ce que chez Nice Matin, vous avez un mix d'actu idéal, un pourcentage de news locales, de news nationales, internationales, et grosso modo, c'est votre positionnement versus les médias nationaux. J'explique juste le contexte, c'est qu'évidemment, quand tu étais que papier il y a 20 ans, bah, tu te traites de local, les gens sont là. Mmh. Maintenant, sur le numérique, tu as une fréquence de publication où tout le monde peut publier en même temps de plein de sujets, tout le monde est abonné au Mmh. flux AFP. Euh, Comment vous vous positionnez là-dessus et quel mix de news marche bien si vous avez déjà travaillé ces sujets-là? Bah, c'est ouais, bah, on est dans voilà dans pile une des conséquences de la Covid. Historiquement, nous on est un média local et on va dire on traitait à 98% sur notre site de l'info locale ou régionale. Voilà, de l'info régionale. Quand on prend le premier confinement, on est obligé, bah, de s'ouvrir un peu sur le national parce que bah, les décisions qui sont prises ont un impact Impact direct direct, ouais, bien sûr. sur la vie des gens. Donc voilà, on est obligé de le couvrir. Donc on l'a couvert, on a fait le taf. Et c'est des choses bah, qu'on continue aujourd'hui, Donc d'un média web quasiment 100% local, on a en tout cas en vision de s'ouvrir progressivement sur le national. Alors je ne dis pas qu'on va aller concurrencer le Parisien ou d'autres titres qui sont déjà bien installés, mais en tout cas on va faire de plus en plus de national. Le but c'est de ne pas le faire au détriment du local parce que ça reste quand même bah, un vecteur d'infos importante et puis c'est aussi là où on est attendu par le lecteur. On est même surtout Ouais. attendu là. Ouais, ouais, donc c'est un truc un peu sensible où tu mets le Ouais. curseur, à la fois pour tu peux conquérir de nouveaux abonnés, parce que tu citais le Parisien, c'est un très bon exemple. Il y a des gens qui sont abonnés au Parisien aujourd'hui en France. Pareil, c'est un truc un peu subtil et à la fois tu veux pas perdre ton lecteur un peu cœur qui lui est intéressé par du local ou de l'hyper local et c'est quelque chose aussi qui s'est senti pendant le confinement. Les gens avaient aussi besoin de local, donc c'est à la fois paradoxal, mais c'est un numéro d'équilibriste un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, on a eu une étude qui nous a fait, qui nous a interrogé il y a pas longtemps. On est présent sur le kiosque caféine. Je sais pas si Ouais. tu en as déjà parlé dans le podcast. J'ai reçu Aria Suède de Caffeine, un super épisode d'ailleurs. Bon, voilà. Nous, Nice Matin est présent dessus. Et donc, la dernière fois, Caféine nous a envoyé des données sur la consommation de notre journal sur l'application. Et notamment, un truc qui était hyper intéressant, c'était quel autre titre nos lecteurs lisent. Donc voilà, on va dire leur titre principal, c'est Nice Matin. Et ben, le deuxième journal qui lisent le plus, c'était le Parisien. Ouais. Donc tu vois, il y a quand même ce truc où ils sont quand même très intéressés par l'actu nation, quoi. Ouais, ouais, donc je trouve ça intéressant parce que ça préfigure un peu aussi de cette bataille, je pense, dans les années à venir, hein. Est-ce que tu dis, vous n'allez pas concurrencer le Parisien, mais pourquoi pas? Quelque part, si vous avez une offre de contenu national, voire international, suffisante avec un traitement, une ligne éditoriale particulière, Bah, c'est ça peut-être peut intéresser, tu vois? Tu pourrais avoir une offre, presque par verticale en se disant: «Bah, en fait, moi, j'aime bien la manière dont Nice Matin, traite mmh. l'actu nationale et internationale» et pouvoir m'abonner, à une offre un peu verticale, tu vois? Je serais moins intéressé par du local ou hyper local, mais pourquoi pas, tu vois? Tu peux lire Le Parisien, comme on le disait, sans être, en région parisienne. Ouais, bah, enfin, moi j'aimerais que tu vois qu'un jour les gens se disent bah tiens je vais sur Nice Matin et puis du coup ils auraient tout ce qu'ils
ils aimeraient trouver sur Nice Matin, que ce soit du national, du local, du sport ou quoi. C'est un peu la stratégie qu'ont les médias italiens, hein, notamment les médias régionaux, les journaux de presse quotidienne régionale en Italie. C'est des espèces d'énormes journaux où il y a tout, quoi. Il y a autant de local que de national, parce que eux, dans leur idée, les Italiens n'achètent qu'un seul journal, mais du coup, il faut qu'ils aient tout dedans. Ouais. Et du coup, c'est peut-être le seul avantage qu'aurait un média local, c'est que eux, ils auraient aussi les infos locales. Voilà, que les autres n'ont pas. Voilà, Donc quelque voilà, part, c'est peut-être ça. à mieux positionner. Ouais, En tout cas, ouais, vous êtes sur ces sujets-là et vous regardez ça d'assez près. ouais. Hem, Juste sur l'innovation un peu, qui était un peu le 3e pilier un peu de cet épisode, est-ce que vous regardez d'autres formats, comme les newsletters, qui est décidément un peu ma marotte du moment, ou les podcasts, qui est mon autre marotte, pour diversifier l'offre éditoriale? Alors j'imagine que oui, vous en faites, mais à quel point c'est important? Quel enseignement vous en avez tiré? Alors ouais, on est pile dedans et du coup c'est une grosse partie de mes missions d'aujourd'hui d'essayer de concevoir des nouveaux produits éditoriaux et du coup ça passe par les newsletters et les podcasts. On a commencé par les podcasts. Aujourd'hui on a 4 podcasts qui tournent régulièrement. Ce qui est bien surtout, c'est que pour moi c'est un bon levier de transformation de la rédaction. Parce qu'on est sur un format qui plaît beaucoup aux journalistes. Et du coup, tu vois, j'ai pas mal de journalistes qui sont en local, hein, et qui sont, on va dire, plutôt au profil papier, qui spontanément, en gros, réfléchissent à des sujets et me disent tiens, mais j'ai envie de lancer un podcast sur ça, et qui font ça en plus on va dire, de leur temps de travail classique. Hein, tu vois, on a un journaliste du service des sports qui a imaginé tout un podcast d'interviews d'entraîneurs qui raconteraient la vie en dehors des terrains. Donc ça, on Sympa. a démarré, ouais. Mmh. On a démarré aussi un podcast avec l'équipe santé autour de la psychologie, où en gros on a des psychologues qui répondent aux questions des internautes sur les Donc là, thèmes c'est qu'on des leur donne. podcasts qui n'ont pas de portée vraiment, locale. C'est-à-dire que c'est des podcasts qui peuvent être écoutés, partout? Alors, le podcast sur les entraîneurs, c'est des entraîneurs locaux. D'accord, donc c'est tout sport, toute division, et cetera. C'est pas, Ouais, alors avec quand même des têtes d'affiche, hein, qui parleraient à tout le monde. Je crois que le prochain qu'on tourne, c'est avec Franck Esposito, qui a été un célèbre nageur. On a ouais. eu aussi un champion du monde de VTT qui est de chez nous. Donc voilà, ça peut parler à tout le monde. La psychologie, non, oui, là pour le coup, ça peut être écouté à Brest ou à Lille. Ouais. C'est partout pareil. Et vous les monétisez? C'est parce que là, tu Eh dis, ben écoute, c'est une manière de transformer la rédaction, ce que je trouve, très bien, surtout si c'est spontané, que ça vient d'eux et qu'ils t'embêtent pas pour des formations ou machin, et cetera. ouais. Mais derrière, c'est quoi le modèle Bah économique pour écoute, vous? on est en train enfin, je pense qu'on a trouvé, alors on n'a pas cherché loin, mais je pense qu'on a trouvé le modèle, et on a trouvé le modèle à la suite de la tempête Alex, Ouais, qu'on a connue au mois d'octobre, où la rédac imagine un documentaire vidéo autour de cette catastrophe-là, avec un angle assez simple. C'était en gros de sortir assez rapidement un doc un peu récap, en essayant de faire l'interview des maires des communes les plus impactées, en essayant de comprendre comment ils ont vécu et comment qu'est-ce qu'ils ont fait en gros pendant cette crise-là, et surtout comment ils l'ont vécu. Et donc du coup, on a nos journalistes qui font ce truc-là. Ils nous font un documentaire qui est remarquable. Hein. J'invite tout le monde à aller le voir, qui est plein d'humanité, qui est bien filmé et tout. Mais les journalistes passent beaucoup de temps avec les maires et ils font des interviews qui sont assez longues, des interviews qui durent à peu près 1 heure pour ouais. au final un produit vidéo qui va faire 20 minutes. Et du coup, on se dit ah, c'est quand même bête, on a quand même une belle matière d'interview. Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, on a travaillé sur un concept de podcast en disant bon, on va démarrer par les interviews des maires et puis après, toutes les semaines, on va pendant un an aller prendre des nouvelles dans les vallées pour savoir où ça en est, comment ça va, qu'est-ce qui reste à faire, où en est le moral, qu'est-ce qui leur manque d'avoir un espèce, tu vois, de droit de suivi sur une catastrophe qui est locale mais qui a été médiatisée partout en France. Ouais. Donc on travaille ce concept-là, on sort ce podcast-là, on le présente à la régie en leur disant voilà,
voilà, on a travaillé ce concept, donc on leur explique comment ça marche, la fréquence, la durée, où est-ce qu'on va le diffuser, comment, est-ce que ça sera sur le site, pas sur le site, le nombre de vues un peu espéré. Et assez rapidement, hein, ça a duré même pas quelques jours, ils sont revenus avec un annonceur en nous disant, voilà, il y a aucun droit de regard sur le contenu que vous allez faire. Par contre, on a trouvé un sponsor qui aimerait un espèce de pré-roll au début pour dire qu'il soutient la réalisation de ce podcast-là. Et donc voilà, ça a été pour nous, ça a fait tilt. Et du coup, voilà, les produits qu'on imagine, on essaie De les faire trouver, sponsoriser par de des les faire annonceurs, sponsoriser. Ouais, par un message qui est lu par le journaliste. ouais, c'est ça. Ouais, Et, qui est lu par le journaliste. et Et alors, du c'était coup, qui en alors ça l'occurrence fonctionne, ça l'annonceur? fonctionne C'était bien, hein. c'était un assureur. Je suis juste curieux de Non, savoir qui se. c'était pas un assureur. Il y a eu un assureur qui a été intéressé, mais au final, c'est une collectivité locale qui a répondu plus vite. D'accord, mais écoute, c'est bien. Et je trouve le modèle plutôt vertueux, surtout si le journaliste accepte de faire ce qu'on appelle le host read, lire Ouais, tu vois, tant qu'ils sont à l'aise avec le produit, l'annonceur, etc., tout le monde y gagne quelque part. oui, Surtout sur des produits comme ça, quoi. en plus, tu sais, ils vendent pas un produit. Le message, c'est juste, voilà, la collectivité locale Ouais, c'est soutient. pas du brain content. C'est pas du Voilà, brain content, quoi. il dit pas c'est super, on a baissé vos impôts ou on va vous faire une belle place au milieu du village. Voilà, c'est vraiment, on soutient la réalisation de ce podcast et on est à vos côtés pendant cette épreuve. Voilà. Top. Autre innovation. Alors, vous aviez un projet Open Data qui avait été financé notamment par le projet Google DNI. Donc là, on était vraiment Ouais. dans un truc très R&D. Où ça en est ce projet? Alors, l'idée, c'était d'utiliser l'Open Data. Tu peux peut-être le rappeler, tu le diras mieux que moi, peut-être d'ailleurs. Alors le projet, il peut faire peur, parce que vulgairement, c'était un robot journaliste. Alors après, on peut l'appeler comme on veut, un automate ou une écriture automatique, mais c'était J'ai fait un épisode dessus justement un peu ouais, pour dédiaboliser la rédaction assistée c'est ça. par des robots où on voit bien que ça ne Et vient pas manger le métier des journalistes. Et donc l'idée c'était de se greffer sur toutes les données qui étaient libres d'accès comme la météo, comme les séismes, comme la qualité de l'air, comme les accidents de la route, enfin tout ce qu'on peut trouver assez facilement sur internet, et de pouvoir et d'avoir un automate, une écriture automatique de la publication de ces données, dans le but de faire gagner beaucoup de temps aux journalistes pour qu'ils se consacrent à l'approfondissement de sujets. Mm. Et donc du coup, le projet est terminé, ça continue. On a plusieurs robots qui tournent sur de l'écriture automatique, et du coup, oui, ça fait gagner un temps fou à nos journalistes. On a aussi un Qui service sont qui est, contents, eux, aujourd'hui? Parce que tu parlais, effectivement, ça peut faire un peu écoute, peur. J'imagine que tu as dû en interne un peu. non, euh, honnêtement, c'est bien passé parce que le premier robot qu'on a fait, c'était, on va dire, la publication de la météo sur nos sites. Et en fait, avant, on avait un journaliste qui tous les matins démarrait sa journée par écrire la météo sur notre site. ouais. Donc, Pas, moi, pas une super valeur ajoutée, quoi. voilà, j'ai toujours pensé qu'il était plus utile à faire autre chose qu'à passer 20 minutes, voire plus, à dire qu'il va faire beau, chaud ou qu'il va pleuvoir. Ouais. Donc, c'est plutôt bien passé comme ça. Bon, c'est bien de voir des exemples un peu concrets justement de robot journalisme qui se passe bien voilà, où on est vraiment sur la structuration de données, d'open data en l'occurrence. Et Mais puis après, voilà. concrètement, hein, tu vois, le temps qu'il ne passe pas à faire la météo, il le passe à faire de la veille, à passer des coups de fil, euh, Ouais, du à vrai regarder. journalisme. Voilà, c'est ça, à faire autre chose et où il peut amener de la plus-value. Ouais. Non, mais tu prêches un convaincu, mais c'est bien je trouvais ça bien de le dire, puisque ça peut souvent être théorique, mais avoir des exemples concrets, de se dire, voilà, il y a tel média qui l'utilise tous les jours et les rédacteurs sont contents et voilà, c'est des beaux use cases Mais, intéressants. Est-ce qu'il y a un autre dispositif, peut-être, on parle d'innovation, que tu voudrais mettre en avant, quelque chose que vous avez appris, quelque chose qui marche bien? là, non, enfin, en termes vraiment d'innovation techno.
Oui, ou même éditorial. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment ça innove dans la PQR et particulièrement chez Nice Matin. Donc, si tu as un Nous, dispositif qui est un peu innovant et qui marche bien, c'est le moment. nous, on a un truc qui marche très très fort là depuis quelques mois. On a mis en place une rubrique qui s'appelle La rédaction répond. Ouais. Et donc en gros, voilà, les internautes posent des questions. Alors là, c'est à 90% sur le confinement, déconfinement, vaccination, etc. Mais à terme, on envisage, enfin, on aimerait justement avoir d'autres questions plutôt sur la vie locale. Et c'est vraiment la rubrique qui cartonne chez nous. Hein. On Et c'est reçoit- quoi? C'est un chatbot? C'est Non, asynchrone? C'est des commentaires? non, non. Alors en fait, t'as une rubrique sur le site avec une box où les gens laissent leur mail, ils laissent C'est comme le répondeur de la radio. ouais, c'est ça, mais à l'écrit. Et du coup, nous, ça arrive directement dans notre back-office. Et du coup, on va répondre, mais sauf qu'au lieu de répondre en gros par mail, on répond sur le site, mais en Public. s'adressant à la personne. Ouais, En d'accord. Comme disant, c'est une sorte de courrier des voilà, lecteurs, mais avec une interface simple, bonjour, facile et rapide, quoi. voilà. Bonjour François, vous nous avez posé la question de savoir si on pouvait aller dès maintenant en Italie avec la levée des mesures restrictives. Oui, non, on explique pourquoi, et on publie ça sur le site. Du coup, ça parle à tout le monde. Parce que tout le monde se pose cette question-là. En plus, vu toutes les annonces qu'on avait eues sur le confinement, déconfinement ou quoi, à chaque, on va dire, discours, les gens se ruaient sur la rubrique pour poser des dizaines et dizaines de questions qui étaient au final souvent les mêmes. Et chez nous, ça a été un apporteur de trafic, de fidélisation et d'abonnement qui est assez important. Aujourd'hui, c'est quasiment 30% du trafic sur notre site, cette rubrique. C'est hallucinant, 30%. Ouais. Non, mais Pourquoi? pour redire quand même l'importance de la communauté et d'interagir avec sa communauté, tu vois, c'est tout bête parce que technologiquement parlant, c'est tout bête, tu vois, c'est Alors, juste une non, ouais, boîte. la techno, elle est simple. Alors, tu parles de communauté, oui, c'est un super service. Et après, il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais qu'on a remarqué, c'est que vu que les titres sont très anglais, tu sais, voilà, est-ce que j'ai le droit d'aller en Italie à partir du 3 mai? En fait, ça Ouais. correspond aux requêtes sur Google. Donc, quelque Et, part, c'est aussi du SEO. et du coup, on récupère un paquet de trafic sur Google parce que C'est malin, ça. nos titres correspondent aux requêtes des internautes sur Google. Oui, si tu reçois 10 fois la même question, tu dis que là, il y a une vraie tendance. Ouais, Et faire un article en reprenant cette formulation, t'es indexé par Google et ça te génère du trafic et à toi derrière de le transformer. c'est ça. C'est exactement ça. Ou d'afficher une publicité pour au moins monétiser cette visite si c'est quelqu'un qui est à Cambrai dans le Nord et qui vient voir cette question-là et qui ne s'abonnera pas forcément tout de suite à Nice Matin, tu peux quand même un peu monétiser. C'est ça. Ouais, C'est tu une vois, belle c'est réussite. une belle réussite. Bah écoute, intéressant, c'était bien de le mettre en avant. On arrive au bout de cet épisode, c'est passé assez vite. Je réalise que on a fait un peu le tour. On a fait une bonne heure. Juste, je voudrais quand même sur la presse locale, c'est quoi ta vision? Alors je sais que c'est une question un petit peu large, mais sur l'avenir de la presse locale. Donc toi, tu la connais très bien. Maintenant, ça fait Ouais, plus de 10 ans, quasiment 10 ouais. ans que t'es dedans, donc tu as vu vraiment des grosses évolutions. C'est quoi ta vision de l'avenir de la presse locale? Pour moi, l'avenir, il existe déjà. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que la PQR, c'est assez has-been ou que ça va mourir un jour. Moi, je suis absolument pas persuadé. Et je vais te donner un exemple concret. Hier, on a un gros incident dans un entrepôt, dans une commune du littoral. On a dû recevoir entre 400 et 500 photos et vidéos d'internautes qui nous signalaient qu'il y avait cet incendie qui prenait parce que c'était assez important. Il y avait un énorme panache de fumée. Donc ça, c'est quand même un signe que le Les gens titre, pensent à vous en le réflexe Nice que Matin, les gens pensent. c'est important Nice Matin. Exactement. Il se passe quelque chose à côté de chez moi. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir si Nice Matin n'en parle pas, ou encore mieux, de les prévenir, de les prévenir. Et ça, c'est une richesse qui est inestimable et qui prouve le lien fort qui unit les lecteurs et deux leurs médias de proximité. C'est quelque chose qu'on peut pas acheter ça aujourd'hui. C'est clair. Écoute, sur cette pensée un peu d'avenir et de confiance dans la presse locale, ce que je partage aussi évidemment, et c'est sûr que la transition a peut-être été un peu plus lente
que dans la presse nationale qui était un peu plus urgente. Donc, on a pu se trouver ça un peu un côté has-been, mais je trouve que et les confinements et ces dernières années, etc., ont donné un sacré coup d'accélérateur. Les gens ont besoin de se raccrocher d'ancrage un peu local. Donc, je partage tes convictions. Ouais, et puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Hein. Je regarde beaucoup la presse locale. J'ai jamais vu autant d'innovation dans tous les autres titres que maintenant. Enfin, depuis que c'est clair. Et puis des lancements aussi. Il y a plein de lancements. Je pense à Far West, enfin à Bordeaux. Mais il y en a eu quand même pas mal. Et puis donc ça prouve Médiacité évidemment. Mais ça prouve que voilà, c'est que une fois que la transition sera réussie, alors elle est pas simple, mais c'est plus simple quand tu te lances en pure player ou aujourd'hui avec des équipes plus frugales, mais qu'il y a une vraie appétence en tout cas pour du contenu, du bon contenu local avec un peu d'investigation et de communauté. Voilà, faut réussir les transitions maintenant pour les médias un peu historiques comme vous ou d'autres types de PQR, c'est pas simple, mais en tout cas, les lecteurs sont là quand on propose du bon contenu. C'est ça. Il faut qu'on reste là du coup. Exactement. Merci pour ta transparence et puis ce moment partagé, Damien. C'était vraiment très très cool. Voilà, écoute, je te dis à bientôt. Merci à toi de l'invitation, c'était un plaisir. Plaisir partagé et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!